Le 10 avril 1815, se produit une éruption volcanique dévastatrice en Indonésie. L'éruption du Tambora a été l'une des plus grandes éruptions du millénaire. Elle tue plus de 100 000 personnes dans la région. Un triste record. Elle provoque aussi un changement climatique planétaire. Dans l'hémisphère nord, le froid et les intempéries entraînent l'effondrement des récoltes, causant des famines dans une vaste partie de l'Europe. Ceux qui le peuvent s'en vont, les autres luttent pour leur survie ou se révoltent. Après l'éruption, la répression est de mise dans toute l'Europe. Mais les autorités sont impuissantes contre le choléra. Il y a eu des épidémies terribles qui ont fait des centaines de milliers de morts. Le dérèglement climatique favorise la propagation de la bactérie du choléra, qui deviendra le fléau du 19e siècle. L'épidémie était incontrôlable. Comment l'éruption d'un volcan indonésien peut-elle provoquer une catastrophe planétaire? De fait, le changement climatique induit par le Tambora se fera sentir durant des décennies. Il affecte la révolution industrielle et ouvre la voie à d'importantes réformes politiques. 2 siècles plus tard, historiens, géographes, climatologues et généticiens s'unissent pour tenter de comprendre cette éruption qui a changé le monde. Gillen Darcy Wood enquête à Londres. Cet historien américain, spécialiste de l'environnement, étudie les conséquences de l'éruption du Tambora dans différentes parties du globe au XIXe siècle. Le musée Tate abrite la collection nationale d'art anglais. Il possède notamment des tableaux du peintre paysagiste John Constable, dont les nuages sont de précieux témoignages sur la catastrophe climatique causée par le Tambora. Constable se considère comme une sorte de scientifique du ciel, un peintre météorologue. Avant lui, dans l'histoire de la peinture paysagiste européenne, l'arrière-plan et le ciel sont traités comme des éléments plus ou moins ornementaux, avec des nuages aux formes vagues. Le style de Constable reflète l'histoire du Tambora, car à cause de l'éruption, les années 1810 sont les plus humides et les plus nuageuses du millénaire. À l'époque, les Européens ignorent que le mauvais temps est causé par un volcan situé à l'autre bout de la Terre, sur l'île indonésienne de Sumbawa. Deux siècles après le cataclysme, le Tambora mesure 2850 mètres de haut et ses flancs sont couverts de végétation. Plus rien ne trahit la violence de l'éruption de 1815. Ralf Gertisser arpente les environs du volcan. Ce volcanologue allemand est l'un des rares spécialistes du Tambora. Il veut reconstituer le déroulement de la fameuse éruption et en connaître l'intensité. J'utilise un télémètre pour mesurer la hauteur de la paroi. Elle est formée d'épanchements pyroclastiques issus de l'éruption du Tambora en 1815. Il y a environ 9 mètres de dépôt. Avant l'éruption, le volcan mesurait plus de 4000 mètres. C'était l'un des plus grands sommets d'Indonésie. En 1815, le volcan se réveille brusquement après des siècles de sommeil.
personne n'imagine qu'il va anéantir le peuple de Sumbawa en l'espace de quelques jours. « 200 ans plus tard, une équipe d'archéologues recherche une cité engloutie dont on soupçonne depuis longtemps l'existence. Certains parlent d'une Pompéi asiatique, car comme en Italie, c'est apparemment une ville entière qui a été ensevelie sous une pluie de cendres. Mais est-elle aussi bien conservée que la cité romaine? Les archéologues ont déjà mis au jour 4 édifices, mais ils n'en sont encore qu'au tout début de leur vaste programme de fouilles. Nous étudions la civilisation du Tambora. Pour délimiter le périmètre des fouilles, nous avons sondé 8 hectares et nous avons repéré les vestiges de 86 édifices. Donc il y avait autrefois un village sans doute assez important sur ce site. L'Institut Max Planck de météorologie à Hambourg a modélisé l'éruption du Tambora pour tenter de déterminer la baisse des températures et les précipitations induites dans diverses parties du globe. Différents scénarios ont été étudiés et dans presque tous les cas de figure, on constate des perturbations importantes du système climatique planétaire. Les éruptions volcaniques sont comme des coups de marteau sur la Terre. On frappe une fois et ça modifie des choses. L'éruption du Tambora a porté un coup assez important comparé aux éruptions volcaniques plus récentes. La modélisation a été réalisée au Centre allemand de calcul climatique, à l'aide d'un supercalculateur qui occupe tout un étage. Elle a porté sur divers phénomènes se produisant dans l'atmosphère terrestre, aussi bien au niveau du sol qu'à des altitudes élevées. En général, une modélisation sert à prévoir l'avenir. Dans le cas du Tambora, elle a permis de reconstituer les effets possibles de l'éruption de 1815 sur le climat de la Terre. Elle a tenu compte du lieu, de la saison et de la durée de l'éruption, ainsi que du volume des émissions de dioxyde de soufre et de l'altitude qu'elles ont atteinte. L'éruption du Tambora a rejeté au bas mot 60 millions de tonnes de dioxyde de soufre à plus de 20 km du sol. Sous l'action des vents d'altitude, un voile d'aérosol a alors recouvert presque tout le globe, provoquant un net recul des températures moyennes annuelles dans de nombreuses régions. Mais les résultats de la modélisation correspondent-ils à la réalité historique? Gillen Darcy Wood se rend à la Bibliothèque nationale anglaise pour le vérifier. C'est ainsi qu'il découvre des conséquences jusqu'alors insoupçonnées de l'éruption de 1815. Un certain James Jameson a rédigé un rapport médical dont il ressort que l'une des premières zones touchées après l'île de Sumbawa a été le Bengale, dans le nord-est de l'Inde. Le rapport du docteur Jameson sur les cas de choléra qui se multiplient dans la région s'ouvre sur un préambule de 80 pages sur l'état du ciel au Bengale. 200 ans plus tard, cette description détaillée fournit des renseignements précieux aux historiens. On apprend ainsi qu'à partir de 1816, l'alternance des pluies de mousson et des périodes de sécheresse, typiques de l'Inde et vitale pour son agriculture, a été fortement perturbée. D'après James Jameson, les conditions météorologiques étaient si anormales ces dernières années dans cette partie du Bengale qu'on en parlait partout. À la fin du mois de mai, la chaleur était inhabituellement élevée. Et on a vu aussi bien des Européens que des Indiens tomber morts dans les rues. Les fleuves se sont asséchés dans l'ouest du Bengale. Jameson s'intéressait à la météorologie, à la médecine, à la santé publique, mais aussi à la catastrophe humanitaire en cours. Il a tenté de rendre compte de toutes ces choses dans un seul texte. Nous sommes en mai 1816. Habituellement, à cette période, les vents de mousson apportent de fortes pluies. Mais cette année, pas la moindre goutte d'eau. Le sol est desséché. L'absence de pluie
est due à des températures plus froides que la normale. Le faible écart de température entre la Terre et la mer empêche l'aspiration de l'air océanique humide. Les champs restent secs, la récolte s'annonce médiocre. La pluie arrive à la fin du mois d'août, avec 3 mois de retard. Un déluge auquel même l'Inde n'est pas habituée s'abat alors sur la terre. Les inondations dévastent les champs. Le climat bengali sera détraqué pendant 2 années encore. James Jameson rapporte que, de mémoire d'homme, on n'a jamais vu de telles perturbations du régime des moussons, et il en rend compte avec force détail. Sa manière de prendre du recul par rapport aux événements, de noter ses observations et de recueillir des données a quelque chose d'héroïque. Il fait preuve d'imagination et d'humanité quand il tente de brosser un tableau complet des phénomènes qui se produisent ces années-là et qui, sans lui, auraient été perdus pour la postérité. Les perturbations climatiques qui frappent le Bengale sont à l'origine de plusieurs épidémies de choléra particulièrement virulentes qui feront date dans l'histoire mondiale. Depuis toujours, des bactéries de choléra vivent dans les eaux saumâtres du golfe du Bengale. En général, durant la mousson, les nombreux fleuves qui débordent apportent de l'eau douce dans le golfe et le plancton prolifère en formant un tapis vert à la surface de l'eau. Mais à partir de 1816, une alternance anormale de sécheresse et de pluie conduit à une prolifération inédite du plancton, mais aussi des bactéries du choléra. Une épidémie d'une ampleur inédite éclate alors. Les symptômes du choléra sont des vomissements et des diarrhées qui entraînent généralement la mort par déshydratation en quelques jours. D'après James Jameson, la maladie se propagea rapidement dans toutes les directions. Peu de villes ou de bourgs furent épargnés dans un rayon de plusieurs milliers de kilomètres. Qu'ils fussent jeunes ou vieux, européens ou indiens, soldats ou civils, tous succombaient pareillement à la maladie en quelques heures. Nuit et jour, on voyait brûler les bûchers funèbres installés traditionnellement sur les ghats, les marches qui descendent dans le Gange. On a de nombreuses descriptions macabres et assez terrifiantes de ces bûchers permanents. Ça a été une catastrophe humanitaire terrible pour le Bengale. L'épidémie était incontrôlable. Ralph Gertisser se rend au mont Tambora en hélicoptère. Aujourd'hui, Sumbawa ressemble à un paradis tropical avec sa forêt vierge et son récif de corail. Mais l'île vit toujours sous la menace du volcan. Le volcanologue allemand rêve depuis longtemps de descendre dans l'immense cratère. Il s'est déjà rendu une fois au sommet, qu'il a atteint après plusieurs jours de marche. Mais impossible de descendre à pied dans la caldeira. Elle n'est accessible qu'en hélicoptère. L'hélicoptère s'apprête à atterrir. Aucun homme n'a posé le pied dans le cratère du Tambora à ce jour. Ralph Gertisser doit faire vite car le pilote ne veut pas couper le moteur. Il craint de ne pas pouvoir redécoller et de rester coincé là, sans moyen d'appeler les secours. Ralph Gertisser veut effectuer des mesures sur la paroi interne de la caldeira. C'est là qu'on peut constater que le volcan est toujours actif.
C'est incroyable de se tenir là, dans la caldeira d'un des volcans les plus célèbres au monde. Il y a très peu de terrains volcaniques aussi spectaculaires que cette grande caldeira typique qui s'est formée lors de l'éruption de 1815. On est au bord de la caldeira. On voit des gaz volcaniques qui s'échappent, ce qui montre que le volcan est encore très actif. Ces gaz se composent essentiellement de vapeur d'eau. Mais on voit aussi des dépôts de soufre autour des ouvertures au sol. Cela indique la présence de gaz qui s'échappent de la chambre magmatique encore active à l'intérieur du volcan. Aujourd'hui, le mont Tambora ne dépasse pas 2850 mètres de hauteur, contre 4000 avant 1815. Il a donc perdu un tiers de sa hauteur lors de la fameuse éruption. En 1815, toute l'île a été ensevelie sous plusieurs mètres de cendres. Comment expliquer la soudaineté et la violence de l'éruption? Une telle catastrophe peut-elle se produire à nouveau? Les volcanologues n'ont pas de réponse à ces questions. Du fait de sa situation reculée, le Tambora reste un volcan peu étudié. Mais Ralph Gertisser cherche aujourd'hui à reconstituer son histoire. Il prélève des échantillons de roches et semble lire dans les différentes couches de sédiments, comme dans un livre. Les prélèvements effectués dans les strates sédimentaires de 1815 nous renseignent sur des phénomènes en cours à l'intérieur du volcan avant l'éruption. L'analyse des prélèvements peut nous indiquer par exemple à quelle profondeur était située la chambre magmatique et depuis combien de temps le magma y était avant que l'éruption ne se produise. Diverses méthodes d'analyse permettent aussi de déterminer la teneur en gaz du magma et de connaître le volume de dioxyde de soufre rejeté lors de l'éruption, par exemple. Les échantillons de Ralph Gertisser sont analysés par Stephen Self à l'Université américaine de Berkeley. Un échantillon infime de roche suffit pour déterminer l'âge du mont Tambora ainsi que la composition chimique du magma au moment de l'éruption. Or, les conséquences à long terme d'une éruption dépendent en grande partie de ce dernier élément. Dans le cas du Tambora, le volume de soufre était particulièrement important. Lors de l'éruption du Tambora en 1815, la teneur en soufre du magma était dans la moyenne. Elle était de 6 ou 700 ppm. C'est très classique. En revanche, le volume de magma était bien supérieur à celui expulsé lors des éruptions plus récentes. Donc le volume total de soufre rejeté a été considérable. En avril 2015, des chercheurs de différents pays, dont Stephen Self et Gillen Darcy Wood, se réunissent en Suisse pour un colloque interdisciplinaire sur l'éruption du Tambora. Historiens, géologues et climatologues ont beaucoup progressé dans leurs recherches ces dernières années. On a réussi à comprendre le lien entre les éruptions et le climat grâce à l'éruption du Pinatubo aux Philippines en 1991. Le volcan de l'île de Luçon, aux Philippines, s'est réveillé après 550 années de sommeil. L'éruption a libéré quelques 20 millions de tonnes de dioxyde de soufre. Le gaz a atteint la stratosphère, comme en 1815, et a fait baisser la température mondiale d'environ 0,5 degrés pendant plusieurs mois.
Il y a eu des centaines d'études sur l'éruption du Pinatubo. Et toutes les connaissances qu'on a ainsi acquises ont pu ensuite être appliquées à des éruptions anciennes, comme celle du Tambora. Si bien qu'aujourd'hui, on comprend assez finement les effets des aérosols volcaniques sur le système climatique. Les aérosols volcaniques sont des gouttelettes d'acide sulfurique qui se forment dans la stratosphère par oxydation du dioxyde de soufre rejeté lors d'une grande éruption volcanique. Ces aérosols peuvent rétrodiffuser une partie du rayonnement solaire et absorber le reste. Résultat, la quantité d'énergie qui réchauffe la Terre diminue et les températures baissent à la surface du globe. Les aérosols ne tombent sur Terre qu'au bout de plusieurs années. À cause du voile d'aérosols induit par l'éruption du Tambora, le ciel va se parer de couleurs inhabituelles et les couchers de soleil seront particulièrement flamboyants durant quelques années. Cela inspirera le peintre anglais William Turner qui composera des huiles célèbres, mais aussi des aquarelles aux couleurs irréelles, par exemple ce ciel rose et violet, peint en quelques coups de pinceau, comme si Turner avait voulu saisir l'instant. Pour Gillen D'Arcy Wood, c'est une preuve supplémentaire que les conditions climatiques étaient anormales à cette époque. La population devait scruter le ciel sans cesse. On pourrait presque considérer ces tableaux comme la métaphore d'une sensibilité accrue à l'idée de changement, tant dans les systèmes politiques que dans le système terrestre. Pour comprendre vraiment ces scènes, il faut un peu d'imagination. Ce sont des rencontres fugaces et impressionnantes avec des conditions climatiques extrêmes et des changements dynamiques cataclysmiques. Le musée du pain à Ulm, en Allemagne, conserve la mémoire de ces années catastrophiques. Le dérèglement climatique a frappé durement le royaume du Württemberg. On sait aujourd'hui que la récolte de 1816 a été très mauvaise en raison des caprices de la météo. Cette année sans été est devenue proverbiale. Le temps a été exécrable, avec beaucoup d'orages et très peu de soleil, ce qui a eu pour conséquence de très mauvaises récoltes. Un froid terrible et des pluies diluviennes marquent le début de l'année et certaines semailles ne peuvent se faire qu'à la fin du mois d'avril. Anticipant la mauvaise récolte, des négociants sillonnent les campagnes pour acheter les réserves de céréales. Les paysans leur cèdent leurs graines. Ils ont confiance en l'avenir et pensent faire une bonne affaire. Mais seuls les commerçants s'enrichiront. Ils feront même fortune car les cours céréaliers grimperont en flèche dans les mois qui suivent. Ils seront maudits des paysans qui les surnommeront les usuriers de la céréale. Das Ganze ist 200 Jahre her, das heißt, da haben wir eine gute Dokumentenlage. Zum Beispiel Tout cela remonte à 200 ans et c'est très bien documenté. Stettnerschen Schraubtaler und darin Nous avons notamment un médaillon avec des miniatures de Stettner qui dépeignent la famine. Die eben diese Hungersnot beschreiben. Und man sieht sur chaque image, ou presque, le ciel est très impressionnant et obscurci par les orages. Cela a beaucoup impressionné les gens, ce changement climatique, ces caprices inouïs de la météo qu'on ne s'expliquait pas. Un groupe d'Anglais a délaissé son île natale pour passer l'été 1816 au bord du lac Léman. Parmi eux, Lord Byron et la jeune Mary Godwin avec son futur époux, Percy Bysshe Shelley. Un froid inhabituel gâche toutes leurs excursions. Ils sont au cœur des tourmentes qui s'abattent sur l'Europe. Dans l'est de la Suisse, la récolte est anéantie.
Affamés, les paysans quittent leurs montagnes pour trouver de quoi manger dans les plaines. Lord Byron met ses visiteurs à l'abri avant que l'orage n'éclate ou que les mendiants ne leur barrent le chemin. C'est un été abominable. Une pluie quasiment ininterrompue nous confine à l'intérieur. Je n'ai jamais vu d'orage aussi violent. Voici ce que note la future Mary Shelley, alors âgée de 18 ans. Cet été-là, elle écrit la première version d'une nouvelle qui deviendra célèbre, intitulée Frankenstein ou le Prométhée moderne. Un chef-d'œuvre de la littérature d'épouvante mondiale. C'est l'histoire de Frankenstein, un savant qui crée un monstre par une nuit d'orage. Mais la pire épouvante de cet été-là est ailleurs. En Suisse, mais aussi en France et dans le sud de l'Allemagne, la situation ne cesse de se dégrader. La récolte a été maigre et la population est aux abois. Des centaines de milliers de personnes sont touchées par la famine qui sévit en Europe. Et du fait de la malnutrition, leurs défenses immunitaires s'affaiblissent. Plus de 50% des ménages étaient vraiment pauvres et ont souffert de la faim. Cela représente énormément de personnes. Certaines sont mortes de faim. Et du fait de la famine, il y a eu des épidémies épouvantables qui ont fait des centaines de milliers de morts. La piste du Tambora nous mène à Philadelphie, sur la côte est des États-Unis. Niché dans la faculté de médecine, au milieu des gratte-ciel, le musée Mutter abrite l'une des plus grandes collections américaines d'histoire de la médecine. Parmi les curiosités du musée, le paléogénéticien Hendrik Poinar a découvert des matériaux exceptionnels. Leur analyse montre que le Tambora a affecté la santé des populations durant des décennies. Ces bocaux, assez particuliers, datent d'une époque où l'on gardait les organes dans l'alcool. Grâce à cela, des résidus d'agents pathogènes ont pu se conserver alors qu'ils auraient été détruits dans le formol. Une épidémie de choléra a frappé Philadelphie en 1849, faisant plus de 1000 morts. Des intestins de victimes de la maladie ont été entreposés ici. Le choléra touche uniquement les intestins. Il n'y a aucune trace de la maladie dans le squelette. Donc il est quasiment impossible d'étudier son histoire à partir des ossements des victimes qu'on peut trouver dans des sépultures partout dans le monde. Ces vestiges dans des bocaux sont des sujets d'études inespérés. On peut les échantillonner et avec les techniques dont on dispose aujourd'hui, on peut extraire les fragments d'ADN qui se sont conservés et reconstituer ainsi le génome. L'analyse du génome de la bactérie du choléra a montré un lien direct avec les épidémies décrites par James Jameson au Bengale en 1816. Il est apparu que cette souche était originaire du sous-continent indien. On sait aujourd'hui que le choléra, qui est une souche propre à l'homme, s'est propagé à travers les échanges maritimes jusqu'en Europe et au Nouveau Monde. En gros, sur toute la Terre. L'épidémie localisée au sous-continent indien est devenue une pandémie mondiale. Voyageant dans l'organisme des soldats, des commerçants et des pèlerins, le choléra gagne d'abord l'Asie du Sud-Est, puis les Philippines, le Japon et la Chine.
il se diffuse à l'ouest par les voies terrestres et maritimes, en Perse d'abord, puis en Russie. Il atteint l'Europe continentale au début des années 1830, puis l'Angleterre, et enfin par voie maritime, les deux Amériques. La première pandémie de choléra est survenue à la suite de l'éruption du Tambora. Elle a fait des millions de morts sur toute la planète. Londres est alors la plus grande ville du monde, avec 5 millions d'habitants. La maladie fait des ravages. Les autorités placardent des affiches pour alerter la population. Dans les quartiers pauvres, où les ouvriers s'entassent sur d'anciens marécages, aux abords de la Tamise, les conditions d'hygiène sont déplorables. Ce sont les principaux foyers infectieux. Plus de 30 000 Londoniens vont périr au cours d'une vague d'épidémie qui débute en 1832. Une maladie comme le choléra est un problème majeur qu'il faut traiter à l'échelle de toute une ville. Tout le monde doit collaborer. À Londres, ça n'a été possible qu'à partir de ce qu'on a appelé la grande puanteur. La Tamise était si sale que la puanteur de toutes les eaux usées qu'on y rejetait s'est répandue jusqu'aux portes du Parlement. Les parlementaires ont été forcés d'agir dans leur propre intérêt. Ils ont œuvré à la création du comité municipal des travaux de Londres, qui a construit des canaux séparateurs d'eau usée pour nettoyer la Tamise et lutter contre le choléra. La construction d'un réseau d'égouts municipal constituera une avancée décisive dans la lutte contre le choléra. Une grande partie des eaux usées sera désormais canalisée et rejetée dans la Tamise en aval de la ville. Avec ce genre de mesures, on a aujourd'hui vaincu le choléra dans de nombreux pays. Mais la maladie continue de sévir. Le choléra existera toujours. Il n'est pas possible de l'éradiquer parce que la bactérie a une structure génétique capable de s'adapter à toutes sortes d'environnements aquatiques. Mais il apparaît clairement au XXIe siècle que la vulnérabilité des populations humaines face au choléra est liée aux conditions climatiques et aux changements climatiques. En Indonésie, Ralph Gertisser s'en va visiter le chantier de fouilles archéologiques ouvert au pied du Tambora. Les fouilles ont progressé. L'équipe de Sony Wibisono a mis au jour un bâtiment construit sur pilotis, avec des murs décorés de feuilles de palmier tressées. La cuisine se trouve à l'arrière, avec son foyer en pierre. L'archéologue en chef montre à Ralph Gertisser des restes humains découverts à proximité du foyer. Ils sont moins carbonisés que les autres dépouilles mises au jour. Cela interpelle Sony Wibisono, qui relève aussi que 5 squelettes seulement ont été trouvés à ce jour, alors que la maison devait abriter une grande famille. Il est possible que les habitants aient pris la fuite dès la première phase de l'éruption, le 5 avril. Seules quelques personnes seraient restées sur place. Cela expliquerait qu'on ait trouvé si peu de squelettes jusqu'à présent. Peu à peu, on parvient à reconstituer le déroulement de l'éruption. En 1815, le Tambora est un volcan majestueux qui culmine à 4200 mètres environ. La chambre magmatique se situe à 1000 mètres sous le niveau de la mer. Le 5 avril, des petites secousses provoquent un premier épanchement de magma. Au pied du volcan, la population sous-estime le danger. Elle reste sur place, malgré la pluie de cendres qui s'abat sur le village. 5 jours plus tard, la catastrophe se produit. Il y a eu une énorme explosion au plus fort de l'éruption, le 10 avril 1815.
La cheminée du volcan crache 50 km3 de roches et de cendres. Le panache volcanique s'élève jusqu'à 43 km d'altitude. La terre tremble, le volcan gronde. Personne ne comprend ce qui se passe, mais dans quelques heures, toute vie sera détruite. Au bout de 2 ou 3 heures, le panache éruptif s'effondre, provoquant des coulées pyroclastiques qui dévalent les pentes du volcan. Ces coulées ont une température de 400 à 500 degrés et une vitesse de 100 à 200 km par heure. Elles détruisent tout sur leur passage. Elles feront plus de 10 000 victimes directes. Aujourd'hui, on trouve encore des traces de l'éruption du Tambora au Groenland. Les glaciers sont comme les archives de l'histoire climatique de la Terre. Quelques années après l'éruption, les aérosols en suspension dans la stratosphère retombent au sol. Des cristaux de neige se forment autour d'eux et les transportent jusqu'au Groenland, où ils vont rester piégés dans la calotte glaciaire. Une équipe de climatologues prélève des carottes dans la calotte groenlandaise. Ce travail pénible au service de la science n'est possible que quelques semaines par an. Les carottes de glace permettent de reconstituer l'histoire du climat à l'année près. L'Institut Alfred Wegener en Allemagne dispose d'un laboratoire exceptionnel où règne une température de moins 20 degrés. Des chercheurs du monde entier y viennent pour analyser des carottes de glace polaire. Pour que la glace livre ses secrets, il faut d'abord découper les carottes, les polir et analyser la structure des cristaux de glace. L'éruption de 1815 a laissé une trace mise en évidence par la mesure de la conductivité de la glace. Si une éruption volcanique comparable se produisait de nos jours, elle aurait des effets calamiteux sur l'économie mondiale. L'éruption du Tambora a affecté la société, notamment en Europe. Si une telle catastrophe se reproduit, comment y répondrons-nous? Imaginez que cet énorme volume d'aérosols et de poussière reste dans l'atmosphère, tout autour de la planète, pendant les 2 prochaines années. Le trafic aérien serait impossible pendant 2 ans. Qu'est-ce que cela impliquerait pour notre société? Il faut absolument connaître l'intensité et la fréquence de ces éruptions. Et seules les carottes de glace peuvent nous donner ces renseignements. D'autres carottes proviennent d'une région plus lointaine encore, l'Antarctique. Le continent de glace a lui aussi conservé la trace de l'éruption du Tambora. Ces carottes gardent la marque d'éruption survenue à des époques très lointaines. C'est d'un grand intérêt pour les volcanologues. Quelle a été la fréquence des éruptions volcaniques majeures dans le passé? L'éruption du Tambora a été la principale éruption des 200 dernières années. Une autre grande éruption a été celle du Koué en 1458. Il y a eu aussi une série d'éruptions dans les années 1250. Et avant cela, il y a eu de nombreuses éruptions dont on retrouve la trace. Les grandes éruptions volcaniques aux effets planétaires sont plus fréquentes qu'on ne le croyait. L'humanité a déjà vécu plusieurs de ces crises. Celle du Tambora ne sera pas la dernière. Dans le sud de l'Allemagne, le brusque dérèglement climatique et la famine qu'il engendre donnent lieu à une première vague d'émigration. À Ulm, des centaines de personnes embarquent à bord de simples barques et descendent le Danube, sur l'invitation du tsar qui leur promet des terres.
Plus de 8000 Allemands s'installent ainsi en Russie. Ils sont bien inspirés car le delta du Danube et la côte de la mer Noire feront partie des rares régions d'Europe épargnées par les caprices de la météo. Ceux qui partent de l'autre côté de l'océan Atlantique seront moins chanceux. Les mêmes calamités les attendent aux États-Unis. Le temps est effroyable après l'éruption du Tambora, en particulier sur la côte Est. On le voit bien dans les contes du domaine Monticello, que Gillen Darcy Wood a épluché. Cette plantation de Virginie appartient à Thomas Jefferson, ancien président des États-Unis et principal rédacteur de la Déclaration d'indépendance américaine. Jusqu'en 1815, grâce à la douceur du climat, Monticello lui a beaucoup rapporté. Mais à partir de 1816, la sécheresse, le froid et les tempêtes détruisent une partie des récoltes. 1816 sera l'une des années les plus froides de l'histoire américaine. Thomas Jefferson est obligé de s'endetter lourdement. Toute la côte est des États-Unis est sévèrement touchée par cette catastrophe climatique avec de graves conséquences. À partir de 1816, les États-Unis connaissent un bouleversement démographique. Des réfugiés économiques originaires de la côte atlantique, notamment de la Nouvelle-Angleterre, abandonnent leurs fermes et leurs villages pour partir vers l'ouest. C'est la première grande vague de migration vers l'ouest américain. Mais c'est l'Indonésie qui est le plus durement frappée. Les cendres recouvrent tout à 500 km à la ronde. La vie sera impossible dans la zone durant des décennies. Les rescapés des nuées ardentes vont mourir de faim. On estime que l'éruption cause indirectement la mort de plus de 100 000 Indonésiens. Des ethnies entières disparaissent. La pêche ne peut pas compenser les mauvaises récoltes, car la pluie de cendres a profondément perturbé l'écosystème marin. Le Tambora pollue les côtes et tue même les poissons dans la mer. Aujourd'hui, la nature a repris le dessus sur l'île de Sumbawa. Le volcan est couvert de végétation jusqu'à son sommet. De nouveaux villages se sont construits au pied du géant endormi. On sait avec certitude que le Tambora se réveillera un jour. Mais quand et quelle sera l'intensité de l'éruption? On l'ignore. Le problème est qu'on sait peu de choses sur le Tambora. On est assez bien renseigné sur l'éruption de 1815, mais on ignore presque tout des éruptions plus anciennes. Donc il est très difficile de dire combien de temps il lui faut pour produire une grande éruption comme celle de 1815. L'Europe souffre de plus en plus des conséquences de l'éruption. La population est épuisée et succombe en grand nombre à des infections qui sont bénignes en temps normal. Le pasteur allemand, Fortunat Fauler, assiste impuissant aux souffrances de ses paroissiens et tente en vain de leur redonner de l'espoir. Le prix du pain est devenu exorbitant. Il décide de trouver une nourriture de substitution. En compagnie de sa cousine, il cueille des herbes, des racines et des fruits en forêt. Ensemble, ils expérimentent de nouvelles recettes de pain à base d'herbes. On essayait d'allonger le pain.
C'est-à-dire qu'on mélangeait à la farine des ingrédients qui n'avaient aucune valeur nutritive, comme des copeaux de bois. On utilisait aussi des herbes qui donnaient au moins un sentiment de satiété. À la même époque, plusieurs personnes tentent de trouver un succès d'année de pain, comme l'attestent les documents conservés au musée d'Ulm. C'est ainsi que Fortunat Fauler et sa cousine inventent le pain de pommes de terre, qui deviendra une spécialité de la région. C'est sans doute l'invention culinaire la plus importante dans le sud de l'Allemagne au XIXe siècle. À l'époque, elle a beaucoup de succès. Le pain de pommes de terre est aussi nutritif que le pain classique, pour un prix bien inférieur, car la récolte de pommes de terre est moins catastrophique que celle des céréales. Guillaume Ier de Wurtemberg ordonne qu'on fasse des copies de la recette pour les distribuer au peuple, afin d'alléger ses souffrances. Guillaume Ier s'y connaissait en symboles. Il a créé des soupes populaires et a pris d'autres mesures d'ordre social. Cela a créé un climat qui lui était très favorable et donné aux petites gens le sentiment que les autorités étaient à leur côté et qu'on pouvait compter sur elles pour prendre les mesures adéquates. En France, la famine provoque des émeutes dans plusieurs régions. La Révolution est encore dans toutes les mémoires. Et le peuple recourt aux mêmes moyens qu'en 1789 pour apaiser sa faim. Cette fois, il ne s'en prend pas au roi, mais aux négociants. En Angleterre aussi, la famine perdure, et le niveau des récoltes devient une information confidentielle. En Europe, la principale menace, ce ne sont pas les intempéries en soi, ce sont leurs répercussions sur la production agricole. Le sujet devient éminemment politique et fait débat dans la presse. En Angleterre, le gouvernement dirigé par Lord Liverpool supprime la publication annuelle de la production céréalière et maraîchère en 1816. Il ne veut pas que l'information soit diffusée pour éviter les mouvements de panique. La construction du Regent's Canal, dans le nord de Londres, va donner du travail aux masses sans emploi, de 1816 à 1819. Le canal doit améliorer la liaison entre les zones de production agricole et les marchés urbains pour assurer l'approvisionnement de Londres en cas de disette ou de crise économique. Avant les années 1810 et l'éruption du Tambora, les pouvoirs publics ne se sentaient pas investis de ce genre de responsabilité envers les citoyens. C'est donc le début d'une ère nouvelle, où le gouvernement intervient de façon volontariste dans les domaines des travaux publics et de l'aide humanitaire pour contribuer au progrès social. Mais le Parlement anglais refuse d'abolir une loi qui augmente le prix des céréales en imposant une taxe élevée sur la production, et le mécontentement grandit parmi le peuple. La situation s'envenime et des émeutes éclatent à Londres et dans d'autres villes anglaises. Elles culmineront avec le massacre dit de Peterloo à Manchester.
Une garde à cheval et armée attaque la foule pacifique d'hommes, de femmes et d'enfants. Elle taille dans la masse à coups de sabre, faisant des dizaines de morts. C'est l'un des exemples les plus connus de violence étatique contre le peuple anglais dans les années qui suivent la bataille de Waterloo. Le massacre de Peterloo va dynamiser les forces progressistes et réformistes anglaises en révélant la corruption et la violence de la classe dirigeante et aura comme conséquence la mise en place d'un régime plus social et plus libéral après la réforme de la loi électorale de 1832. L'humanité avait presque oublié l'éruption du Tambora qui s'est produite il y a 2 siècles. Elle a pourtant influencé profondément l'histoire planétaire, comme le montrent aujourd'hui les chercheurs. Cette éruption volcanique a plongé le monde dans une crise profonde qui a duré plusieurs années. Mais les famines, les émeutes et les maladies qu'elle a engendrées ont aussi fait évoluer la société. La peur du choléra a poussé les pouvoirs publics à construire des égouts dans les grandes villes. Aujourd'hui, aucune métropole moderne ne peut se passer d'un réseau de canalisation. Le changement climatique brutal causé par le Tambora a provoqué les premières vagues de migration du 19e siècle et a accéléré la conquête de l'Ouest américain. En Europe,